Malgré le succès populaire et commercial maintenant incontestable des mangas en France et leur présence notable dans la plupart des librairies, on peut encore entendre et voir certains clichés les concernant. Pour autant, ne jetons pas forcément la pierre aux profanes sans essayer d'identifier et de comprendre l'origine de ces lieux communs. On pourra par exemple rester songeur devant le classement des 10 meilleures ventes de mangas en France en 2016, car force est de constater que presque tous les titres sont issus de la même cible éditoriale, le shonen, c'est-à-dire le manga pour jeunes garçons. Au programme de ces œuvres, combats fréquents, intrigues souvent simplistes, personnages à la psychologie peu développée et dessins rarement très travaillés, ou en tout cas qui pourraient s'éloigner du style manga, très reconnaissable, identifiable et prêtant facilement le flanc aux clichés. Attention, il n'est pas question ici de sous-entendre que les shonen sont en soi quelque chose de néfaste pour la culture manga, mais de souligner leur écrasante présence dans les meilleures ventes, et donc dans l'image que peut en avoir un public non averti. Naruto, Dead Angel. Le meilleur pour moi, ça reste Bleach. Dragon Ball, One Piece. Vampire Knight. Moi je lis One Piece, Bleach, Death Note et Naruto aussi. Shobi. One Piece, Bleach, Naruto. One Piece, par exemple. Bleach aussi. Naruto. Beaucoup j'aime bien. Death Note. Ah ouais. Mirai Nikki. One Piece aussi. Les chroniques de Lodos. Ah Lodos, ouais. Puis Naruto. Ainsi, ces œuvres mises en avant à la fois par les éditeurs et par les libraires, de loin, se ressemblent toutes et véhiculent les mêmes codes visuels et scénaristiques. Dans ce paysage, il est donc difficile de montrer la variété et la richesse du médium, et on obtient un terreau fertile pour ces fameux clichés à la peau dure. Par conséquent, nous allons essayer de nous pencher sur les clichés les plus courants et de les démystifier un par un, en s'appuyant sur des œuvres précises. Ainsi, si vous êtes lecteur de manga, vous devriez avoir à l'issue de cette série de vidéos un arsenal de contre-exemples pour mettre à mal chaque poncif, et si vous faites partie des non-initiés ou des néophytes, cette tentative, qui se veut productive et ouverte, pourrait vous donner envie de pousser la porte d'une librairie spécialisée. Cette idée qui voudrait que les mangas dépeignent une violence exacerbée est certainement liée à l'omniprésence des shonen dans les meilleures ventes. Ils offrent en effet souvent un contexte violent et de nombreux antagonistes aux héros, une quête à accomplir sur un chemin jonché d'embûches et de combats, pouvant aller jusqu'à la mort de certains personnages. Et comme ce sont les œuvres les plus présentes sur le devant de la scène, logiquement, il est facile de faire alors l'amalgame. Manga égale violence. Il ne faut pas oublier non plus les ravages faits par la diffusion dévoyée de certains dessins animés dans les années 80 et 90 à la télévision française, qui ont donné, malgré eux, une image très violente à l'animation venant du Japon. La richesse du manga est souvent ignorée, associée dès ses débuts à de nombreux clichés réducteurs. Christophe Gans, réalisateur de l'adaptation du manga Crying Freeman, se souvient. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour la plupart des gens, les mangas, c'est uniquement ce qui passe au Club Dorothée et c'est rejeté massivement. C'est-à-dire que ça fait un énorme succès auprès des gamins, mais on le sait tous, c'est considéré comme ultra-violent, dégénéré, minable au niveau d'animation, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses très négatives qui sont attachées au manga. L'exemple le plus connu fut bien sûr Ken le survivant. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Montré à nos chères têtes blondes entre un épisode de Candy au pays de Candy et un épisode de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Alors qu'à l'origine, l'œuvre n'était absolument pas destinée aux enfants. On a tendance à l'oublier un peu, mais des magazines comme Télérama, une femme politique comme Ségolène Royal ont amplement, largement contribué à retarder de presque 10 ans l'arrivée de la Japanimation en France. Un magazine comme lui avait superposé Goldorak avec Adolf Hitler, véridique.
Les films de Miyazaki devaient sortir en France au début des années 90, et il y a eu à l'époque un bouquin qui a été écrit par La Royale, avec le Télérama derrière qui faisait des éditos sur éditos sur éditos, en attaquant le Club Dorothée, le manga dans son ensemble, en traitant les amateurs de ce genre de dessins animés de pédophiles, etc. Enfin, on était vraiment dans une espèce de chasse aux sorcières ahurissante. Mais puisque le but est ici de donner des contre-exemples et de briser ces clichés poussiéreux, soyons méthodiques et tournons-nous alors vers des mangas qui sont aux antipodes de ces traits scénaristiques et visuels. On pourra alors vous inviter à découvrir des œuvres telles que Yotsuba, manga de Kiyohiko Azuma, où nous suivrons les aventures quotidiennes d'une petite fille qui découvre la vie et le monde qui l'entoure. Chaque chapitre incarne une nouvelle trouvaille de notre héroïne, les animaux de la ferme, le camping, etc. Emménageant avec son père adoptif dans un nouveau quartier, elle va vite se faire de nouveaux amis, et ce, principalement chez les voisins et leurs 3 filles. Elle va les impressionner, les amuser et les surprendre grâce à une fraîcheur intarissable. À l'image du style graphique avec ses traits légers, arrondis et tout en douceur, l'auteur nous propose ainsi un univers qui dépeint une enfance certes angélique, mais dont l'humour, très bien dosé, donne simplement envie de tourner les pages, dans l'espoir, peut-être, de nous aussi devenir l'ami de Yotsuba. Un manga on ne peut plus innocent, qui arrive à être drôle, frais et intelligent. On changera d'univers et de ton avec Mushishi, œuvre de Yuki Urushibara, qui nous invite à suivre l'histoire de Jinko, une sorte d'homme médecin vagabond dans un Japon rural et quelque peu fantastique. Notre héros est un Mushishi, un spécialiste des mushi, qui sont des sortes d'esprits souvent liés à la nature. Ceux-ci sont vus comme des parasites qui parfois habitent les humains, et notre personnage principal arpente la campagne afin d'étudier ces phénomènes et accessoirement de délivrer ses hôtes involontaires. L'œuvre combine à la fois un rythme très lent et une atmosphère éthérée et contemplative. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les différentes histoires, si ce n'est le protagoniste en soi. L'auteur nous livre ainsi une œuvre débordante d'imagination qui ne ressemble à aucune autre, où la nature et les forces telluriques sont très présentes. Ce n'est pas non plus un récit manichéen, puisque les Mushishi ne sont pas forcément des entités maléfiques, elles existent simplement, un peu comme des champignons au pied d'un arbre. Un manga qui peut-être pourrait exemplifier le concept du yin et du yang, trouver l'équilibre dans la cohabitation entre les êtres, quels qu'ils soient. L'homme qui marche, de Jiro Taniguchi, est également un très bon exemple de la non-violence dans les mangas, puisqu'il s'agit de suivre, le plus simplement du monde, un homme qui aime marcher et flâner, et qui ainsi admire les merveilles que l'on peut trouver dans chaque chose banale. L'auteur nous propose quasiment une glorification de la vie contemplative. Il ne sera ici donc pas question d'action frénétique, de rebondissements rocambolesques ou d'intrigues élaborées, mais simplement d'être dans l'instant, de saisir l'ici et le maintenant. L'homme qui marche accompagne le lecteur comme pour lui dire de ralentir et de profiter de la vie quotidienne. Manga dépouillé de dialogue, les dessins capturent méticuleusement le charme des quartiers japonais de banlieue. Ainsi, ce renoncement du texte en faveur d'un voyage plus visuel permet un rapprochement entre le protagoniste et le lecteur. Taniguchi nous invite à voir l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire. Le livre est une ode aux plaisirs existentiels méditatifs de la marche sans but. Le héros est un explorateur de l'environnement familier et son regard est celui d'un enfant qui expérimente quelque chose de nouveau dans chaque détail. On pourra aussi aborder l'exemple d'Anjin-san, manga de George Akiyama, qui pourrait peut-être être perçu comme une version bouddhiste de Mary Poppins. Découpée en petites histoires plus ou moins indépendantes les unes des autres, l'œuvre nous propose de suivre le voyage d'Anjin, un kidam qui semble apporter par sa simple présence de la sagesse aux gens qu'il rencontre. Chauve, tout petit et à l'âge indéfinissable, il se balade de manière a priori aléatoire dans la campagne japonaise et au travers de métaphores et autres paraboles, distille du bon sens et même parfois un peu de justice autour de lui. Il le fait d'ailleurs de manière très passive et il répétera souvent une phrase a priori anodine mais lourde de sens. « Je suis banal », voulant dire peut-être par là que ce qui compte, c'est sa philosophie du bonheur et ses conseils déguisés et pas lui en tant que personne. Ou encore qu'il n'y a rien d'exceptionnel à être bon, équitable et juste, que tout est une question d'équilibre, que chacun peut être aussi libre et heureux que lui si on acquiert une certaine sagesse. D'une bonhomie imperturbable et d'un sourire constant, personne ne semble résister au sentiment de paix et de quiétude qui émane de lui. Il aidera ainsi une petite fille à retrouver ses parents, un village à choisir un bon maire, ou encore 2 âmes sœurs à se trouver. Un conte pour adultes frais et innocent avec un héros des plus originaux et attachants. Enfin, on pourra citer un 5e exemple avec Pour Sanpei,
manga de Fumio Kono, qui nous propose de suivre un grand-père qui vit avec son fils et sa famille suite au décès de son épouse. Sanpei va trouver par hasard le journal que tenait sa femme avant de disparaître. Ainsi, il va découvrir que sa défunte épouse avait pris le temps de consigner une multitude de conseils qui lui étaient destinés, un peu comme si elle savait qu'elle partirait la première et qu'elle voulait lui laisser une sorte de guide pour nombre de tâches quotidiennes telles que le ménage, la cuisine ou encore recoudre des vêtements. Mais au-delà de ça, elle lui a également laissé beaucoup de conseils sur la vie en général et comment interagir avec ses enfants. À lui alors d'apprendre certaines tâches petit à petit au fil des chapitres, tout en se remémorant certains événements passés avec sa femme. L'auteur nous offre ici un conte doux, amer, où l'on trouvera beaucoup de poésie, de tendresse, d'humour subtil, mais également une certaine leçon de vie. En effet, les interactions entre le grand-père et sa famille sont très souvent l'objet de petites scénettes amusantes, particulièrement la relation entre lui et sa petite-fille. Mais au-delà du côté humoristique se dessine en filigrane un personnage plus complexe. Tel un fantôme bienveillant, ce journal va à la fois aider notre protagoniste, mais aussi, d'une certaine manière, l'ancrer et le retenir dans le passé. Se posera alors à lui un choix. Doit-il s'accrocher aux souvenirs ou doit-il faire le deuil de son épouse et aller de l'avant pour à nouveau pouvoir profiter de la vie? L'œuvre présente ainsi divers niveaux de lecture. Les plus jeunes y verront des scènes de vie quotidienne, très faciles d'accès et saupoudrées d'humour, tandis que les lecteurs plus âgés y trouveront une invitation à la réflexion sur des questions telles que la transmission des valeurs familiales ou encore le deuil et son acceptation. Pour conclure, bien sûr, il ne s'agit ici que de 5 exemples qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des mangas, de leur thème, cible éditoriale et univers. Mais cela montre au moins qu'il n'y a pas lieu d'associer, par défaut, une certaine violence au manga. Oui, il y a des mangas qui dépeignent une certaine violence graphique ou psychologique, mais comme démontré ici, il serait tout aussi facile de soutenir son contraire. Tout dépend de la manière de s'intéresser à ce médium, du prisme au travers duquel on l'observe, et in fine, de sa propre curiosité et ouverture d'esprit. Pour simplifier à l'extrême, on pourrait appliquer cette approche à nombre d'autres médias, tels que le cinéma, à qui on pourrait reprocher exactement la même chose si on se concentre uniquement sur les têtes d'affiche et les gros succès de ces dernières années, qui très souvent mettent en scène une violence évidente et parfois gratuite. Mais il faudrait faire preuve d'une mauvaise foi affligeante ou alors d'une triste inculture pour soutenir que les films sont donc très violents en se basant uniquement sur les succès populaires, commerciaux et immédiats. Et on peut espérer que très rares sont les personnes qui tiendraient ce discours. Par conséquent, si on a un tant soit peu d'honnêteté intellectuelle, il n'y a au final aucune raison d'avoir ce préjugé envers les mangas une fois la porte d'une librairie poussée. Soyez curieux, gardez l'esprit ouvert, qui sait, vous pourriez trouver votre bonheur au détour du rayon manga. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.